Lionel Picor, Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine guadeloupéenne. À 41 ans, vous êtes le Français le plus décoré en full contact. Vous avez commencé par le Viet Vo Dao, le Kung Fu, puis la boxe anglaise et donc le full contact. Vous êtes 4 fois champion de France amateur, champion du monde et double champion d'Europe. En 2007, vous êtes passé professionnel et là, vous décrochez le titre de champion du monde à 5 reprises. Vous avez découvert l'univers de la boxe très jeune et au fil des années, s'imposer est devenu naturel pour vous. Bienvenue Lionel Picor, vous êtes dans Face Caméra. Merci beaucoup pour l'accueil. On va commencer par ce premier flashback. Parlez-nous un petit peu de cet événement sportif associé à l'un de vos souvenirs d'enfance. Alors, j'étais aux Antilles, parce que moi je suis d'origine antillaise, et je me souviens, c'était dans un supermarché, il y avait un rassemblement de foule, et en fait les gens regardaient un combat de boxe, mais sur un écran géant. Et en fait c'était un combat qui datait de 30 ans, enfin plus de 30 ans, oui 30 ans à l'époque, 25 ans à l'époque, ouais. Et c'était le combat d'Ali contre Foreman à Kinshasa. Et les gens le regardaient comme si c'était la Coupe du Monde actuelle, comme si c'était un combat actuel. Donc c'était saisissant de savoir qu'en fait, même à 20 ans après, ben, ce combat-là, il a marqué l'histoire, quoi. De par ben, déjà le personnage, enfin les antagonistes, les protagonistes qui étaient là, Foreman, Ali, et surtout ça se faisait en Afrique. C'était le premier grand combat qui mettait en avant l'Afrique et des Afro-Américains. Donc voilà, donc c'est un moment qui m'a marqué parce que voilà, avec du recul, je pense que c'est là où j'ai peut-être eu un petit... Bon, il y en a eu plusieurs, hein, mais je pense que j'ai été marqué par cet événement aussi. Et donc vous vous souvenez très très bien du combat à ce moment-là. Quel est le détail du combat qui vous a le plus marqué ? Alors techniquement, non, c'était quand on était petit, on regarde, on voit tout exacerbé. Mais ce qui m'a marqué, c'était le charisme d'Ali déjà à l'époque. Il était impressionnant. Il était impressionnant par sa vitesse, par sa classe, sa façon de se déplacer. Pour un poids lourd, déjà, il a révolutionné le monde de la boxe par rapport à sa technique et sa vitesse. Mais au-delà de ça, c'était un personnage incroyable. C'est un phénomène. Donc vous l'avez vécu aux Antilles, 25 ans après. Vous auriez aimé être contemporain de cette époque pour le vivre ? Ah ouais, non mais c'est la meilleure époque celle-là. Parce qu'il n'y avait pas que lui. Il y avait du Ali, il y avait Bruce Lee, fin 70, fin 60 et début 70, c'est la vraie école. Enfin, c'est niveau sport, il y a tout. Il y a même Pelé. 70. Non, c'est vraiment une grande période. Après, je dénigre pas les autres périodes, mais je pense que c'était une belle époque. On sent que vous êtes très passionné. Ah ouais, il faut un peu de passion pour continuer, ouais. Vous vous en êtes déjà servi comme combat de référence pour les vôtres ? Ali. Ouais, bon, on a tous nos petits repères, nos références et tout, mais je pense comme tout le monde, hein, Ali est limité, comme d'autres vont aimer Tyson pour son style un peu plus percutant, mais c'est toujours une source de motivation de voir ces personnages et tout. Et justement, ils dépassent le cadre de ces sportifs dans leur champ d'expression. Pour vous, est-ce que c'est important quand on est sportif et reconnu d'avoir aussi un rôle social ? Ben, on est en plein dedans là en fait. C'est une question, je pense que c'est la question la plus importante. C'est la question en fait. C'est la question. Ali, pourquoi il était fort à l'époque ? Parce que non seulement il était fort sur le ring, mais il était fort à l'extérieur du ring. Donc, c'est quelqu'un qui prenait la parole, parce que bon, c'est une époque un peu difficile, hein, les droits civiques aux États-Unis, et c'est une époque dure. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui a été respecté, on l'a vu jusqu'à la fin de sa vie. Des gens qui ne l'aimaient pas, pour différentes raisons, ils l'ont aimé après, parce qu'ils se sont dit, le gars, il a des convictions, et argent ou pas argent, prison ou pas prison, ceinture volée ou pas ceinture donnée, il est resté droit dans ses bottes. Et c'est autant retentissant que dans notre époque, parce qu'on voit que finalement tous les sportifs de maintenant, ils sont un peu lisses, quoi. Ou ils évitent des sujets, parce qu'on est rentré dans une époque un peu où il faut être lisse, il ne faut pas faire de vagues, il faut dire ce que les gens pensent et tout. Et il y avait une question, j'avais assisté à une émission j'avais vu une émission
sur France Télévisions avec Thuram, que j'apprécie beaucoup, avec d'autres sportifs. Et elle leur avait posé comme question, c'est quoi pour vous Ali? Et j'ai été déçu de toutes les réponses. Ça m'a énervé. Mais je lui ai dit, mais en fait, Ali, on n'a pas de Ali. Hein. On n'a plus de Mohamed Ali. Parce que, voilà. Ali, il a fait un geste. Il a gagné sa coupe. Il a gagné, il était champion olympique en 1960, je crois. Hein, je ne vais pas me tromper. 60 ou fin 60, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus. Il a été champion olympique. Il est revenu aux États-Unis tout content. Il a représenté son pays. Il a mangé dans un café. On lui a refusé l'entrée. Oui. Il a pris sa médaille olympique. Il l'a jetée dans un lac. Mais tous, la personne ne pouvait faire ça. Jeter sa médaille ou son jet privé. Non, parce que non, ça représente trop de choses. Et lui, il s'en foutait en fait de tout ça. Lui, c'est ses convictions. Après, bien sûr, on est tous tiraillés par les tentations, par les belles choses et tout, mais on oublie foncièrement les fondamentaux. C'est que on ne peut pas être artiste, on ne peut pas être sportif sans avoir d'idées sociales ou d'idées politiques. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bah oui. C'était aussi un proche de Malcolm X qui était très contesté. C'est aussi pour ça que vous le tenez en haute estime? Bien sûr, bien sûr. Parce que même sa famille, même la famille d'Ali, à un moment donné, lui disait, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis par rapport au Vietnam? Et il s'est retourné, je fais oui, bien sûr. Parce qu'on nous a appris à pas dire ce qu'on pense, alors que c'est une pure vérité. Et Zola, il s'est bien dit, c'était quoi son truc, Zola? Il s'est bien surgé à un moment donné, avec l'affaire Dreyfus. Pareil, j'accuse, pareil. Tout à fait. Donc je trouve que c'est une manière d'endormir les gens. Oui, donc tu peux être sportif, mais à côté, c'est autre chose. Non, on est les deux. Personnage public, c'est normal. Les sportifs sont peut-être les mieux placés pour faire ça? Oui, bien sûr. Parce que non seulement c'est les plus. Le football, la boxe, c'est des sports de pauvres. Hein. C'est des sports de pauvres. C'est des sports de la vie. Enfin, la boxe, c'est l'école de la vie, mais derrière tout ça, il y a aussi. Pourquoi ça attire autant de gens maintenant aussi? Il y a des gens qui ont, que ce soit le coaching privé ou la boxe, ils veulent tous être dans la peau d'un boxeur, dans la préparation d'un boxeur, parce qu'ils savent qu'en fait, ça vient d'ici, quoi. Ça ici aussi. mental et persévérance, quoi. Donc, moi, je pense que c'est l'école de la vie et que les deux, je veux dire, être personnage public et en même temps être sportif et s'intéresser à l'endroit où on vit, c'est normal de donner des réponses, enfin de parler. Après, je dis pas que faut être un modèle mais bon, dire au moins ce qu'on pense de ce qui se passe et pas se cacher derrière. D'accord, surtout dans des époques contestées. Surtout maintenant. Celles qu'ils ont vécues. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont avancé dans le bon sens? À quel niveau? Quand vous regardez un petit peu l'époque qu'ils ont traversée, leur prise de position, leur combat, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont avancé dans le bon sens aujourd'hui, quand on fait le lien entre ce qui se passe aux États-Unis et en France? On s'aperçoit qu'en fait, qu'il ne faut jamais lâcher le combat, parce qu'aux États-Unis... je pense que la force des États-Unis, c'est qu'ils ne se sont jamais cachés dans... Ça a été d'entrée de jeu, t'es noir, tu rentres pas. Ou je t'aime pas, ou... Voilà. Mais à un moment donné, il y a un respect qui s'est installé. Ils ont gagné leur combat parce qu'ils sont battus. Ils ne sont pas cachés. Et qu'en France, je pense que les choses ne sont pas dites. On a un rapport un peu plus hypocrite avec tout ça. Rien n'a été fait, donc on se cache. On passe le temps à oublier, à se cacher, à pas dire les choses. Mais ça fait encore plus de problèmes. Ça fait encore plus de dégâts. Le cas de, je sais plus, il y a un journaliste américain qui a fait une sorte de commentaire par rapport à la victoire des Bleus. Il disait que c'est l'Afrique qui avait gagné. Mais oui et non. Je vois pas pourquoi ça heurtait autant de Français. Oui, mais ils sont d'origine africaine, ils sont pas. Oui, ils sont français, mais ils sont d'origine africaine. Mais en quoi je comprends pas.
Donc ça révèle quelque part qu'il y a un gros malaise aussi. Donc pour vous, le débat n'avait pas lieu d'être. Non, il n'y a pas de lieu d'être. C'est qu'à un moment donné, on veut les voir quand ils gagnent, on veut d'autres quand ils perdent, ils sont plus. Voilà. Depuis avec Noah, rien n'a changé finalement. Donc on stagne, on avance dans la boue. Après, on ne veut pas dire les choses, mais c'est comme ça. Après, on n'en pas ici en France, on n'ose pas entendre les choses, mais il y a une réalité quand même. Vous auriez envie de les dire, d'endosser ce rôle social? Comment? Vous auriez envie d'endosser ce rôle social de médiateur, sportif médiateur? Oui. Enfin, un petit peu. Maintenant, je suis un peu à l'étranger, mais oui. Et je pense qu'il faut le faire au quotidien. C'est pas. Moi, j'étais éducateur et tout, donc. Après, je dis pas que j'étais éducateur, j'étais fonctionnaire de police. Donc, je dis pas que j'étais dans les deux camps, mais j'ai une vision plus. J'ai plus de recul. Enfin, je pense intimement. Peut-être je peux me tromper, mais je pense que j'ai une vision plus claire que quelqu'un qui est dans un domaine, qui est dans un milieu particulier. Parce que moi, j'ai vraiment grandi en cité, en banlieue, et après j'ai évolué à Paris en tant que fonctionnaire de police. Donc j'ai vraiment une vision globale de la société et de mon époque. Après, je dis pas que tout est noir, parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque un peu compliquée, mais parfois, faut pas se mentir, faut dire les choses. Aussi bien des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien, quoi. Voilà. On dévie un peu du sujet, mais bon, je pense qu'il fallait en parler, non? Il faut en parler. Ouais, bah oui, faut en parler, faut pas se cacher, faut dire les choses. Et que maintenant, c'est vrai que dès quelqu'un qui est un peu métissé ou maghrébin, dès qu'il dit ce qu'il pense, on le prend pour un extrémiste. Lionel Picor, parlez-nous désormais de cette personnalité qui vous a fait découvrir le sport. Alors, je vous ai dit, il y avait Ali et il y avait aussi Bruce Lee. Alors Bruce Lee, au départ, je me souviens, c'était mon père en fait, c'était un vrai fan, mon père, de Bruce Lee. Et en CP, ou je crois que c'était en CP, en CE1, à chaque billet de satisfaction, il me disait, bon, écoute, à partir de maintenant, je vais te faire découvrir quelqu'un. Moi, je dis, mais comment ça, quelqu'un? Un personnage, un acteur et tout. Et tu vas voir, tu vas aimer. Donc, 4 films qui m'ont influencé à vie, qui m'ont... lui aussi, il crevait l'écran, quoi. C'était quelqu'un aussi d'engagé. Hein. Les gens ne le connaissaient pas trop, mais c'est quelqu'un d'assez engagé aussi. Première superstar non blanche à l'époque, et qui avait un mental d'acier, c'était un novateur dans tout. C'est lui qui est à l'initiative de la self-défense, il s'est remis en question aussi, il a remis en question son art martial. Maintenant, le MMA, ça explose. Mais lui, à l'époque, il était déjà visionnaire. Il travaillait déjà au sol. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais le combat pied-point, les amener au sol, la lutte et tout, il était déjà en avance, un petit peu. Il avait 40 ans d'avance, bon, comme tous les génies. Hein. Et par son charisme, par son... C'est ce qui vous a tout de suite plu? Ah ouais, non, mais il était... On peut pas... Et apparemment, à l'époque, en plus, c'est quelqu'un que j'ai pas connu, quoi. Je suis né dans les années 80, je suis né en 117, il est mort en 73. Et je le revois. Oh. Et finalement, petit, je l'imitais, j'ai passé mon enfance à l'imiter, et à la fin, je me retrouve sur un ring. Non, mais... Non, il n'y a plus de personnages comme ça, il n'y a plus de gens qui... Après, je suis peut-être un vieux, hein, qui a 40 ans, je pense comme un vieux. Mais il n'y a plus personne. Peut-être Zidane, c'est Zidane qui m'a... Qui pourrait, le talent de Zidane, le talent vous impressionner aussi bien par les exploits sportifs que par la personnalité. Le talent de Zidane, son talent. Après, c'est quelqu'un qui est assez muet dans la vie, mais bon. Est-ce que vous avez une citation de Bruce Lee qui vous a porté et dont vous vous êtes inspiré peut-être même encore aujourd'hui? Be water. Il a tout résumé, lui. Sois de l'eau, mon ami. Ah oui, c'est une qualité d'adaptation. L'eau, il s'adapte à tout. Il avait tout compris, lui. En plus, c'était un philosophe. Hein. Il a maîtrisé aussi, je crois qu'il avait une licence en philosophie et tout. Il était 32 ans. C'est très jeune. Mais comment il peut faire tout ça à 32 ans? 32 ans. Des bouquins, impressionnant. Bref. Vous concernant, quel est votre premier souvenir marquant de sportif? De ma carrière? Oui.
Ouais, j'en ai eu plein. Bah, après, c'est bon, ma première victoire en amateur. Non, mon premier championnat de France de Vielle-Vodao. Quand j'ai gagné mon premier championnat de France. C'était un premier petit déclic. C'était en 1996, 98. 98. 98. Ouais, 98. Après, il y a eu beaucoup de grands événements et tout, mais je pense que ça a été le début mentalement de quelque chose. Et comment vous vous êtes préparé physiquement et psychologiquement pour cet événement? Ouais, là, c'est encore très, très long. Bon, en fait, j'étais à l'armée, chez les pompiers, ça s'est pas très bien passé. Et je pense que c'était une année dure pour moi. Bah, dans l'adversité, je me suis préparé physiquement et je pense que mentalement, c'était. Après, ça apparaît rien parce que c'est vrai que les gens qui. Il y a un grand débat dans les arts martiaux en ce moment, dans les sports de combat, qui disent en fait, oui, qui disent que tous ces arts martiaux comme le karaté, le judo, le kung-fu, c'est pas efficace. Mais en fait, moi, je suis issu de tout ça en fait. Et je pense pas que j'aurais eu cette carrière si je n'étais pas passé par là. Dans tout ce qui est respiration, concentration, relâchement, vitesse. Et je pense que j'ai réussi aussi grâce à ces bases-là. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on gagne, quand on se retrouve sur la première marche du podium? Au début, je croyais que c'était un loupé. Et après, on s'habitue et après, ça devient une drogue. Mais c'est compliqué après de On devient accro Ah ouais, non, à la victoire. C'est dangereux. Mais en plus, c'est pas du football, hein. On prend des coups. Hein. Donc, il faut gérer ça là, c'est une grosse passion. Après, bon, on prend pas de coups. Hein. Enfin, les arts martiaux, c'est pas comme le ring. Hein. C'est différent. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le full contact que vous pratiquez et le Viet Vo Dao par lequel vous avez débuté? Alors, le Viet Vo Dao, c'est un art martial. C'est sur un tatami, c'est à la touche, c'est pas au KO. Le ring, c'est le KO. Le full contact, c'est une discipline qui est un petit peu en train de mourir. Pas en train de mourir, mais en train de descendre. Enfin, elle est connue en Europe. En France, elle a beaucoup de licenciés, mais elle est un peu moins médiatisée. Et donc c'est de la boxe, en pied-point, sur un ring. Coup de pied au-dessus de la ceinture. Ouais, non, ça c'est les images, parce que j'étais pro à la fin en anglaise. En fait, j'étais pas pro, j'ai pas commencé pro en anglaise, j'ai fini pro en anglaise à 32 ans. Ouais. Donc voilà. Un âge qui rejoint aussi un petit peu celui de Bruce Lee que vous Oh là admirez là, beaucoup. c'est trop ça. Pourquoi pas? Non, non, non. On va parler un petit peu de votre actualité. Vous êtes directeur d'un centre aussi, le Oui. Cercle Bushido. Ouais. Pourquoi et quand l'avez-vous créé? Alors, je suis parti il y a 4 ans au Maroc. Je suis installé au Maroc pour plein de choses, pour la qualité de vie, pour mes filles qui étaient aussi malades. Parce que bon, voilà, j'ai trouvé mon petit équilibre. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un centre de récupération pour les sportifs, de préparation physique et mentale. Donc c'est pour les amateurs, pour les sportifs de haut niveau. Donc ouais, on voit les images. Donc là c'était avec un stage de jiu-jitsu. Et donc on est en plein cœur de Marrakech, avec un camp 1500 mètres extérieur, avec un paysage japonisant. Donc tout ce que ce que je pouvais pas faire en France, enfin, entre guillemets, en termes d'espace, ben, au Maroc, on Vous peut. avez pu le réaliser. Voilà, exactement. Avec un portail à l'asiatique, comme les temples, les écoles de kung-fu en Chine à l'époque. Et donc 1500 mètres carrés et un grand dojo de 400 mètres carrés. Quels enseignements peuvent aussi y retrouver vos adhérents? Bah, l'humilité, parce qu'en fait, on essaie de trouver un petit peu cet équilibre entre les arts martiaux traditionnels et la boxe pied-point un peu plus dure, avec tous les arts martiaux, avec le parcours, parce qu'on fait aussi du parcours au Maroc, et il y a beaucoup de potentiel aussi au Maroc en termes d'athlètes, en termes de jeunes et tout. Et ça, on ne peut pas le faire en France. On n'a pas cet espace à Paris pour une école de parcours. Ça, on peut le faire à Marrakech. Donc vous voyez, donc il y a le prof qui s'appelle Ayoub. Et donc toutes ces petites choses, donc l'humilité, la qualité des coachs, parce qu'on a trouvé des gens qui étaient assez sympas, assez qualifiés aussi, dans une bonne ambiance, dans un bon équilibre. On cherche aussi à faire des séminaires et de l'étranger,
des team building et plein d'autres choses. Mais on a démarré depuis 1 an et on est content parce qu'on a démarré fort, mais on cherche aussi la vitesse de croisière parce que parfois il ne faut pas trop démarrer trop fort. Une dernière question avant de terminer cet entretien face caméra. Avez-vous tout ce à quoi vous avez aspiré au travers du full contact? Est-ce que j'ai trouvé tout ce que je voulais faire à travers ce full contact? Alors, c'est pas que le full contact, c'est aussi beaucoup la boxe anglaise aussi. Ouais. Oui. Totalement. Oui. Ah oui, c'est trop. Après, c'est ça le danger des boxeurs. On veut toujours faire un dernier combat, un dernier. Et je pense que oui, le truc, c'est que je vous ai pas dit aussi que j'ai commencé très tard, la boxe. J'ai commencé à 20-25 ans. Mais j'avais déjà des bases en arts martiaux. Et donc, comme j'ai commencé tard, eh ben, j'ai fini tard. Et donc, mon dernier combat, je l'ai fait il y a 4 ans, donc encore 36 ans. Et je pense que je pouvais continuer encore, mais bon, il faut arrêter au bon moment. Et donner le relais aux autres. Et gérer son ego, surtout parce que parfois c'est compliqué, hein, les sportifs. Mais il faut de l'ego aussi, hein. Mais de l'ego mesuré. Je pense en résumé, je pense qu'il faut apprendre à se faire plaisir. Si on ne se fait pas plaisir, on monte pour des mauvaises intentions, enfin, entre guillemets. Et encore, c'est toujours l'ego. Hein. Il faut se faire plaisir, il faut vraiment aimer ce sport parce que il y a des bonnes valeurs derrière tout ça. Et même pour les jeunes, parce que c'est un bon lien social pour les jeunes. Que ce soit quand j'étais éducateur, c'était un bel outil, hein, la boxe. Donc les gens aiment cet art martial, ils aiment, enfin, moi je l'appelle art martial, pour moi c'est un art martial. Hein. Et ils aiment la boxe parce qu'ils se découvrent en tant que personne, ils découvrent ah bon, je peux faire ça, je suis capable de... Même le fait de prendre des gants, respirer, faire un shadow, il y a des handicapés, hein. Il y a des collègues sur Paris qui ont développé des séances handisport. Impressionnant. Impressionnant. Donc tout le monde peut boxer, tout le monde peut se faire plaisir. Et ce sera donc le mot de la fin. Voilà. Lionel Picor, c'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup.